Bienvenue sur Handcast, le podcast du handball en Auvergne-Rhône-Alpes. La Ligora Handball est heureuse de vous proposer des épisodes qui vous permettront de mieux comprendre son fonctionnement, de découvrir des personnalités et des parcours inspirants, mais aussi et surtout de vous divertir autour de cette passion et des valeurs qui nous animent. Le handball, plus qu'un sport, une voie. Aujourd'hui, c'est moi, Ludovic Dain, salarié de la Ligora Handball qui vous accompagne. C'est avec un immense plaisir que nous recevons pour ce premier épisode Marion Limal. Avec elle, nous reviendrons sur ses débuts dans le handball en Auvergne-Rhône-Alpes, sur sa carrière de joueuse de haut niveau, puis d'entraîneuse de l'équipe de France de beach. Et surtout, à l'occasion du mois de l'égalité, nous évoquerons avec elle son ressenti et son regard sur la place des femmes dans le handball et dans le sport en général. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu présente à notre sollicitation pour ce premier épisode. C'est toi qui lances l'aventure. Et avant de commencer cet entretien, comment tu te sens, toi, à l'idée de revenir en longueur sur ton riche parcours ? C'est toujours un plaisir de pouvoir raconter mon expérience et le parcours que j'ai pu avoir dans le handball, dans le beach handball, et faire profiter les gens de l'expérience que j'ai pu avoir autant sur le terrain que humainement en dehors aussi. Super, c'est l'objet du podcast, donc merci à toi. Et tout d'abord, je vais te demander, si tu le veux bien, sommairement, parce qu'on rentrera dans les détails dans quelques instants, de nous dire qui tu es, ton parcours, aussi bien de femme que de sportif dans les grandes lignes. Alors Marion Limal, donc je suis née à Dijon, mais j'ai grandi en Nora. J'ai grandi à Barbie, donc à côté de Chambéry. Sportive depuis toujours. J'ai commencé le hand, j'avais 13 ans à l'UNSS, et c'est Edina Borsos qui était venue me repérer et qui avait dit ça serait bien que tu ailles faire du handball en club, etc. Donc j'étais partie à la mode Servolex et en fait j'ai fait le pôle le sport-études, le sport-ét à l'époque à Chambéry au lycée Louis Armand. Et puis derrière en fait ça s'est enchaîné. J'ai donc une carrière. Je fais mon centre de formation à Besançon. J'ai joué 2 ans en Autriche à Hippony de Rosterreich. Je suis passé dans d'autres clubs en France. Et puis tout au long de ma carrière, qui a duré une quinzaine d'années, j'ai vogué où les opportunités m'emmenaient. Et puis j'ai fini ma carrière à Brest. Donc je suis arrivé à Brest en étant en D2 et quand je suis parti en 2019, que j'ai tout arrêté, on était en Ligue des Champions, donc c'était un très beau projet pour conclure ma carrière. Et puis depuis, je pensais revenir peut-être en Nora, voyager encore, etc. Mais non, je suis resté à Brest et je suis resté dans le sport et dans le milieu du handball parce que je suis devenu l'entraîneur de l'équipe de France de beach handball depuis 2 ans. Un sport que j'ai découvert sur la fin de ma carrière et qui m'a vraiment touché et où j'étais piqué. Tu as parlé de l'étranger, alors oui, tu as joué 2 saisons en Autriche. Comment c'était ? Ça devait être enrichissant, notamment d'un point de vue de la langue. Tu t'exprimais comment, en anglais ? Alors en fait, déjà, je suis parti, il y avait pas beaucoup de joueuses françaises qui étaient à l'étranger à cette époque-là, parce que je suis parti en 2009. Il y avait Valérie Nicolas qui était au Danemark avec Stéphanie Cano, il y avait Raphaël Tervel qui était déjà parti en Espagne, mais il y avait peu d'internationales en tout cas qui étaient partis. Et quand je suis arrivé là-bas, je parlais mieux espagnol qu'anglais. Là-bas, l'entraîneur parlait en allemand quasiment tout le temps. Notre entraîneur adjoint, c'était une joueuse qui était coréenne, donc qui parlait un tout petit peu allemand aussi. Donc en fait, j'ai dû, par la force des choses, m'exprimer en anglais au début. Quand je suis arrivé, on avait des cours d'anglais d'allemand toutes les semaines. Et au fur et à mesure, en fait, quand on est imprégné dans la culture et dans la langue, on comprend vite au niveau du handball. Et puis après, au fur et à mesure, ça s'étend un petit peu. J'étais la seule française à 22 ans, en Autriche, un petit peu perdue là-bas, mais c'était une très belle expérience. Ouais, ce qu'on comprend derrière ton discours, c'est un peu un message que tu envoies à nos auditrices et nos auditeurs que il faut se lancer, même s'il y a la barrière de la langue, il faut pas hésiter, puis il faut vivre à fond ce type d'expérience quand elle se présente, quoi. Ah ouais, franchement, moi je suis partie et vraiment tout le monde me disait mais calme-toi, t'as encore le temps. Je venais d'arriver en équipe de France parce que j'ai signé je suis parti en 2009 et donc c'était vraiment moi j'ai commencé c'est ma carrière en équipe de France en 2008. Donc j'ai fait un premier championnat d'Europe en Macédoine où on finit 14e, on fait 3 matchs et puis on rentre à la maison, c'est une catastrophe après les JO de Pékin, etc.
Et en fait, je fais une super belle compétition pour une première compétition. Donc j'étais arrivé là parce qu'il y avait une fille qui était blessée 3 mois avant. J'arrive, je me retrouve titulaire à l'Euro. Je me retrouve à être appelé au mois de février par un agent néerlandais pour un club autrichien. Moi, j'ai cru que c'était une blague. Et en fait, je me suis dit, ben non, enfin, il y a des opportunités comme ça, ben peut-être qu'elle se représentera pas dans ma carrière. Je pense qu'avec le recul, maintenant, même si j'avais attendu 1 an de plus, j'aurais peut-être eu d'autres propositions encore mieux. C'est pas grave, je suis parti et puis plus on me disait non non attention, fais attention, reste encore là 1 année, plus je me disais ah non non faut que je parte. Donc pas avoir peur de l'inconnu. Je conseille à toutes les joueuses que j'ai croisées, je leur ai conseillé d'avoir une expérience à l'étranger un jour, et je vois qu'il y en a beaucoup maintenant qui passent le pas, et les générations ont vraiment changé par rapport à ça. Et c'est génial parce que au niveau culturel, humain, ben on apprend beaucoup. Je pense que dans un parcours, c'est hyper enrichissant. Qu'est-ce que tu en as retenu de ce parcours-là? Comment toi t'as vécu ça? Parce que c'est quand même quelque chose de grand, de grandiose quand on est une joueuse issue de la formation justement Aura, vice-championne du monde. Qu'est-ce que t'en retires? Ben, beaucoup de très très bons souvenirs. Je suis toujours entre guillemets rentré par la petite porte sur les sélections nationales parce que j'avais des joueuses qui étaient installées à leur poste. Hein. J'étais derrière Maria Massinate pendant toute ma carrière, par exemple. Donc j'ai été souvent le rôle de numéro 2 ou des choses comme ça. De 2009, 22 ans à 25 ans, en fait, j'étais en équipe de France. Donc j'en sais une jeune joueuse, et puis on était dans une génération aussi qui a grandi vraiment ensemble. On était déjà les Camille Aiglon, Siraba Dembélé, Maria Massinate. En fait, depuis France Jeune, on vivait ensemble. Et moi, j'étais surclassé dans cette équipe. Donc parce que l'année 87, on s'est fait squeezer en fait une génération. Donc il y a que Alexandra Lacrabert et moi au final qui avons été en équipe de France A. Je savais pourquoi j'étais là. Je pense que j'aurais pu faire mieux, évidemment. Je me suis blessé 1 an et évidemment ça a un petit peu stoppé mon élan, on va dire. Mais je regrette rien parce que j'ai vécu des choses très très belles. Dans mes plus rêves les plus fous, je me disais voilà, je vais être capitaine de l'équipe de France de handball. J'y suis arrivé. J'ai pas été capitaine, mais c'était pas la finalité. Quand j'y suis arrivé, je pense que j'ai beaucoup donné et j'ai donné le meilleur de ce que je pouvais donner. Donc je suis content d'avoir eu ce parcours-là. Je suis voyagé partout aussi, et ça c'est quelque chose qui était important pour moi. Tu l'as dit tout à l'heure, toi t'es né en Côte d'Or, mais t'as migré en Savoie sur notre très beau territoire Aura pour suivre ta formation de jeune joueuse à la mode Servolex. À quel âge toi t'es arrivé dans notre région, et puis tu peux un petit peu nous dire aussi si t'as des souvenirs. Tu nous as évoqué comment t'avais découvert le handball tout à l'heure, mais à quel âge t'es arrivé et quels souvenirs tu retires de ces années-là avant de partir au centre de formation de Besançon? Alors moi, mes parents, mon père avait été muté à Chambéry, et du coup on est arrivé quand j'avais 6 ans. Mais c'est vrai que j'ai toujours le pied à terre. Mes parents sont toujours là-bas, et c'est vrai que c'est un plaisir de pouvoir revenir. J'ai pendant très très longtemps, avant de faire du handball, en fait, je faisais de la gymnastique. Donc j'étais déjà immense, donc j'avais pas trop d'avenir non plus dans la gym, mais j'étais quand même je faisais les championnats de France par équipe FSGT, donc c'était quand même pas mal. C'était pas du très très haut niveau, mais j'étais quand même une compétitrice déjà, et voilà, je m'étais dit jamais j'arrêterai la gym. Donc je faisais de la gym, mais je faisais du handball à l'UNSS à côté. Et c'est là que du coup Edina est intervenue parce que à ce moment-là elle était CTS de la Savoie. Donc du coup elle est arrivée, elle a demandé donc à mon père s'il me connaissait, si je faisais du handball en club, etc. Elle m'a dit non non, et puis elle m'a demandé de choisir de faire des essais. Je me rappelle, j'avais fait des essais à Granier-Nivollet à l'époque, et puis à la Motte. Et au final la Motte était le plus haut niveau à ce moment-là, et j'avais 14 ans, enfin 13 ans, 14 ans. Et donc je lui avais dit que je voulais aller à Granier parce que c'était juste dans le gymnase de mon collège en fait. Donc j'étais juste à côté, et elle m'a dit non non non, je vais aller à la Motte. Voilà, je me rappelle avoir voulu faire j'ai voulu changer l'année d'après pour aller avec les filles de mon équipe de moins de 16 là qui partaient à Granier-Nivollet justement. J'ai voulu partir avec elle. Elle m'a dit non non, je bloque ta mutation. Donc, elle m'a un peu guidée aussi, et donc en fait j'ai fait moins de 16, moins de 18 France. Et après à 15 ans j'étais en N1 avec Borisha Mastorovic à l'époque, avec d'autres joueuses qui étaient bien plus expérimentées que moi. Je suis arrivée là, j'avais 15 ans. Je faisais déjà un 84, mais je pense que je faisais 65 kilos. Donc j'étais un peu une brindille,
Mais je pense que moi, ces 3 ans à la Motte, en tout cas, m'ont forgé parce qu'en même temps, j'étais au pôle et en fait, au pôle, il y avait, j'apprenais des choses individuellement, mais voilà, j'étais bien dans le niveau N1 et puis j'ai été contacté par Besançon une première année et c'est Alice Durand qui à l'époque était aussi à la Master Alex qui était partie à Besançon cette année-là. Et en fait, je m'étais dit l'année d'après, voilà, en gros, je pars. Et en fait, je suis parti l'année de mon bac. Donc en gros, les gens étaient un peu, enfin pareil, mes parents étaient un peu inquiets. Voilà, je me rappelle de Boruchat qui me disait mais passe ton bac, t'as le temps, reste avec nous encore un an, puis tu verras après. Et puis en fait, j'ai suivi mon instinct et ma première idée et j'ai dit non à tout le monde et je suis parti. Donc voilà, j'ai quitté Laura à ce moment-là, mais c'est vrai que c'est toujours un plaisir d'y revenir en tout cas. Et je suis souvent revenu aussi au pôle, Franck KDI à l'époque, et avec Didier Rochette aussi, si on pouvait faire une petite dédicace quand même. Tu disais que tu as gardé des liens aujourd'hui sur le territoire. J'ai des filles avec qui j'ai joué contre, mais j'ai joué avec aussi. Il y a Émilie Tremblay qui est l'entraîneur adjoint du coup au Pouzin maintenant, avec qui j'étais au pôle pendant un moment. J'ai d'autres joueuses aussi, alors qui sont restées en Aura pendant un moment, qui sont parties. L'aura maintenant c'est très vaste, hein, donc c'est voilà, il y a vraiment du monde un petit peu partout. Très bien, bah c'est une grande région, puis tu as parlé du Pouzin, mais on salue aussi la SUL et le HB Cam, qui sont c'est 3 équipes du territoire qui sont en division 2 et qu'on salue, qui font du super boulot. Ok, bah écoute, c'est assez clair sur ton parcours de joueuse, même si on n'est pas forcément rentré dans le détail de tes différentes expériences à Besançon, Metz, Nîmes, Brest, où tu as attaqué en deuxième division, avant, comme tu le disais, de quitter le club à un moment où il était au plus haut. Mais parmi tout ça, on a évoqué un peu l'équipe de France. Quelle est pour toi ta plus grande réussite et quelque part, est-ce que tu as un échec à mettre en avant? Avec le recul, ma plus grande réussite, forcément, je dirais, c'est le parcours, les médailles, c'est ce qui reste en fait. C'est voilà, les gens vont me dire encore, bah oui, t'as gagné des médailles. C'est sûr que sur le papier, c'est les plus grandes réussites en termes de performance. Après, je suis quand même fier du parcours que j'ai eu parce que ça n'a pas toujours été facile. Il y a des fois où voilà, je me suis pris des murs et en fait, ben, j'ai réussi à rebondir. Et mon parcours m'a mené jusqu'à une fin où voilà, j'ai choisi enfin, quand est-ce que j'ai arrêté. J'aurais pu continuer, mais voilà, j'ai fait le choix pour des raisons familiales aussi. Et puis de projet de vie plutôt, voilà, de pouvoir m'arrêter. Et je pense que ben j'étais en accord avec moi-même pendant toute ma carrière. Il y a des fois des choses évidemment, j'aurais pu continuer à jouer en Autriche et il m'avait proposé un contrat de 3 ans. Enfin, il y a des choses comme ça, c'est des opportunités. J'ai fait d'autres choix. Le choix de rentrer en France à Metz, c'était pas le plus judicieux à ce moment-là et c'est pas ce qui s'est le mieux passé dans ma carrière. Mais d'un autre côté, ben voilà, c'est le choix que j'avais fait et je l'ai assumé totalement. Voilà, la résilience dont j'ai fait preuve pendant ma carrière, que ça soit sur le terrain dans des moments de doute, voilà, ça m'a permis de vivre des choses incroyables et de découvrir voilà des gens qui m'ont marqué tout au long de ma carrière aussi et voilà, je pense que là j'ai réussi à faire une carrière où j'ai gardé des contacts quasiment dans tous les clubs avec des personnes qui sont importantes dans ma vie maintenant et je pense que voilà c'est aussi une belle fierté de pouvoir dire que j'ai laissé un petit peu de mon empreinte un petit peu partout et que les gens voilà sont toujours dans ma vie d'une manière ou d'une autre. Complètement. Ouais. Bah, c'est aussi pourquoi on voulait, au-delà de ton parcours riche, on voulait t'avoir avec nous, parce qu'il y a ce côté humain aussi, comme tu dis, tu as réussi à laisser une trace un peu partout où t'es passé, et puis tu as utilisé le mot résilience. C'est vrai que tu l'as dit toi-même honnêtement, hein, t'es pas toujours parti numéro 1, même en équipe de France, et tu as connu beaucoup de blessures aussi tout au long de ton parcours. Et malgré ça, tu as réussi toujours à rester au plus haut niveau, à assumer tes choix. Mais on t'a aussi sollicité dans le cadre du mois de l'égalité. C'est la thématique qu'on appelait anciennement la féminisation. C'est un fil rouge qui est en lien avec le calendrier des pratiques et des engagements sociaux de la Fédération française de handball. Et on est un peu curieux d'avoir ton avis sur le sujet, toi qui as une vision assez large du handball sous toutes ses formes. Et du coup, on t'a préparé quelques questions. Déjà, la première, c'était de savoir si toi, tu avais eu dans ta jeunesse un modèle, un exemple féminin auquel tu t'es identifié et qui t'a permis justement d'arriver ou au moins de concourir à ce parcours-là.
Alors, j'ai jamais eu genre des idoles ou voilà ou des femmes qui je pourrais dire là qui m'ont inspiré toute ma carrière, etc. Après c'est voilà il y a des femmes qui ont eu des performances, si je parle dans le sport, qui évidemment m'ont inspiré sur des instants de ma vie. Voilà, je parlais tout à l'heure, voilà, un jour je voudrais être capitaine de l'équipe de France, et en fait j'ai découvert le handball à la télé en 99, comme je pense beaucoup de jeunes filles et d'enfants à cette époque, et du coup quand j'avais un classeur où j'avais mis tous des articles de handball, etc., et j'avais découpé la photo du podium où il y avait Sandrine Mario qui était avec la coupe, et un jour j'avais dit voilà, mais Sandrine Mario pour moi c'était la capitaine, c'était incroyable. Et du coup, derrière, on a eu, je me rappelle, les intercomités à Besançon. Mon père est allé voir son père qui était président du club pour lui dire si Sandrine est là, ma fille est fan, etc. Et c'est vrai que j'avais pris des photos avec elle, et en fait, c'est marrant parce qu'après, j'ai joué avec elle. Et donc, là, je prends cet exemple-là parce que ouais, j'ai joué avec elle. Donc, en fait, c'était mon idole, mais je pense que c'était au-delà de la joueuse. C'était ce qu'elle représentait, la capitaine de l'équipe de France. Quelque chose qui, là, je découvrais un sport qui m'avait fait vivre des émotions incroyables juste à la télé, dans ma chambre, parce que je voulais pas que mon frère et mes parents ils soient autour de moi, fallait que je sois concentré. Donc Sandrine, après j'ai joué avec elle. Maintenant elle est à Brest. Enfin voilà, donc la boucle est bouclée. J'ai l'impression qu'elle a un petit peu été elle là tout au long de ma carrière, et même un petit peu après, sans que pas dire voilà que c'était mon idole toute ma vie, mais bah voilà, après il y a évidemment dans d'autres sports des jeunes filles, Laure Manodou en 2004, moi je suis en France jeune, je rentre au centre de formation l'année d'après, elle gagne tout, elle a 17 ans, enfin on a un an d'écart, et voilà des personnes comme ça qui donnent tellement pour leur sport et qui ont des résultats aussi jeunes. Évidemment que pour nous là derrière, ça nous inspire aussi à vouloir faire des grandes choses aussi, et que c'était possible, qu'il fallait pas attendre quoi. Et dans quel état d'esprit, alors, pour la parenthèse, tu es la première fois où tu joues avec Sandrine, du coup, toi, parce que alors tu l'as dit, t'as pas eu d'idole, mais c'est quand même quelqu'un que tu respectes beaucoup, et là, t'arrives à l'entraînement, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'était en fait, je pense que j'avais un peu démystifié cette équipe cette équipe-là en fait, championne du monde, tout ça, parce qu'en fait quand je suis arrivé à Besançon, pareil, moi j'arrivais de la N1 à la Motte, j'arrive au centre de formation, je finis le championnat d'Europe espoir, donc j'arrive en retard sur la prépa, et en fait j'arrive première semaine, donc je m'entraîne normalement, mais notre arrière gauche est blessé, c'était Mouna Cheba à l'époque qui venait d'être recruté, qui a l'épaule en vrac, et donc là premier match amical auquel je participe, et donc on a Christophe Maréchal qui me dit, qui annonce l'équipe, et il annonce Raphaël Tervel à l'aile gauche, voilà, et puis là il me dit bon comme ça t'auras pas le temps d'avoir peur, Marion tu commences. Donc là, moi 18 piges, je dis waouh, qu'est-ce qui se passe? Et donc là j'avais Raphaël Tervel à gauche, j'avais Myriam Saïd Mohamed demi-centre, et j'avais Véronique Péquet-Roland pivot. Et en fait ce match, je débarque, donc personne me connaît, personne m'a jamais vu, j'ai une gamine de 18 ans qui est au milieu de 3 championnes du monde, et en fait déjà à ce moment-là je pense que je suis passé voilà de la petite fille qui était fan des filles qu'elle avait regardées en partant à l'internat, voilà, un dimanche soir, qui font la remontée folle en 2003, plus 99 où il y avait déjà tout ça. Donc là à ce moment-là déjà c'était voilà, j'étais joueuse avec elle, donc c'était plus entre guillemets mes idoles, même si je les respectais énormément. Et puis t'as plus le temps de gamberger dans ce moment-là, à partir du moment où on te met sur la feuille de match, ouais, c'est lancé. Ah bah là j'ai pas eu le temps. J'ai pas le temps en fait. On m'a mis sur le terrain, on m'a dit voilà, on me dit si je fais ça, tu viens croiser. Si je fais ça, j'avais pas eu le temps d'apprendre les enclenchements, quoi que ce soit. Et voilà, donc Sandrine est arrivée. En fait, ça faisait déjà 3 ans, je pense qu'on a dû jouer une saison ensemble. Et donc du coup, c'était plus la même joueuse. Elle était en fin de carrière, forcément. On a quand même pas mal d'écart. Donc je la respectais énormément, forcément, et on en a rigolé en fait. Enfin, Ouais. Chouette clin d'œil. Et du coup, à l'inverse, est-ce que toi, tu penses qu'aujourd'hui, où tu as été ou tu es encore un exemple pour certaines jeunes filles? j'espère. Non, j'ai forcément, quand je dis que j'ai laissé un petit peu une petite trace dans certains clubs, etc., enfin, où je suis passé, c'est que il y a des jeunes filles qu'on a croisées, enfin que j'ai pu croiser quand elles étaient petites, comme moi à l'époque, qui maintenant jouent ou sont à des niveaux, quel que soit le niveau en fait, ou que je peux recroiser, et qui me disent bah voilà, quand j'étais petite, j'avais une photo de toi. Là, déjà au-delà de la joueuse, d'être en équipe de France, ça inspire les jeunes. Et après, je pense que j'ai toujours été vraie, et
peut-être que quand j'étais en équipe de France, enfin, on peut pas forcément le mesurer, mais quand j'étais dans les clubs, j'ai toujours été proche des jeunes, impliqué dans les clubs où je suis passé. Bah, je pense que ouais, les jeunes en tout cas ont pu m'apprécier de par la proximité que je pouvais avoir avec eux, voilà, sur les opérations ou les choses comme ça qui étaient organisées par les clubs. Tu portes quel regard sur l'entraînement? Est-ce que tu penses que on coach des garçons comme on peut coacher des filles? Est-ce que pour toi on s'adresse de la même manière à ces deux publics? Et est-ce que t'as rencontré des difficultés particulières dans ton parcours par rapport à ça, pour en revenir à la thématique de l'égalité? Pour les garçons, j'ai eu que l'expérience avec les U18 là, du BBH. Bah, c'est la seule équipe entre guillemets que j'ai eu à faire progresser, mais sans que l'investissement soit visé à une visée de performance à proprement parler. J'ai pris du plaisir pendant 2 ans. Alors, la deuxième année, je l'ai pas fini parce que du coup j'étais enceinte. Mais c'est vrai que comment dire, ça a été un plaisir de les entraîner pendant 2 ans, mais je vois la différence quand même. Au-delà du coup de garçon-fille, c'était plus performance par rapport à loisir, voilà, le niveau amateur et qui était déjà bien parce qu'on essayait d'aller en excellence régionale et ces garçons, ça reste plus frontal. Voilà, entre eux, avec le staff aussi. Euh, il y a un engagement qui est différent aussi au niveau physique, etc. Puis moi, voilà, il y avait un collectif où il y avait beaucoup de différences aussi de gabarit, enfin au niveau technique ou au niveau gabarit, que ce soit physique, etc. Donc après les filles, bah c'est sûr qu'il faut les embarquer dans un projet. Là, que ce soit du coup maintenant avec l'équipe de France de beach que je suis, donc je suis l'entraîneur depuis août 2023. Mais avant, j'étais dans le staff du coup avec Valérie Nicolas et Joël Demouche depuis 2021. Donc en fait, j'ai vraiment vu la continuité après ma carrière, de passer d'un côté de l'autre. Moi, j'ai envie de dire sur l'équipe de France, entre guillemets, au-delà de garçon-fille, moi c'était plutôt passer de joueuse à entraîneur et coacher des coéquipières. Ouais, on coachait pas un groupe de filles comme un groupe de garçons. Voilà, faut être encore plus pédagogue, faut que tout ait du sens. Il faut du sens aussi chez les garçons, hein, mais là vraiment, voilà, il faut qu'elles soient impliquées, faut que chacune sache son rôle dans un groupe, sur le terrain, en dehors du terrain. Je trouve que c'est encore plus vrai chez les filles. Ok, et justement plus largement du coup, comment tu vois toi la féminisation dans le sport, la place de la femme dans le sport? Est-ce que tu considères que la femme est en retrait? Est-ce que tu penses qu'on tend vers une égalité, ou à l'inverse justement que le fossé se creuse entre la pratique masculine et féminine, quelle qu'elle soit du sport, que ce soit du handball ou une autre pratique? Alors, je pense que quoi qu'il arrive par rapport à ma génération, etc., on est mieux. Évidemment, ça tend à évoluer dans le bon sens. Il y a encore beaucoup de différences, je trouve, que ce soit en termes d'exposition médiatique ou en termes enfin, si on parle du monde professionnel, hein, mais en termes de contrats, en termes j'ai envie de dire, d'écosystème vraiment global, que ce soit financier ou en termes de structure, etc. Je pense que il y a des clubs qui sont pas loin d'être titillés du haut niveau masculin et puis il y en a d'autres qui sont vraiment très loin de ça alors que ça devrait pas être enfin, avec autant de différence. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire et que là la période est quand même compliquée et on voit que tout ce qui se passe sur les différents niveaux, en tout cas dans le handball féminin, parce que c'est quand même pareil dans d'autres sports aussi, hein, mais dans le handball féminin là c'est quand même préoccupant et au-delà des évolutions positives qu'il y avait pu avoir en fait. C'est que le contexte général et global, ben voilà, ça reste tendu et donc il y a des gens qui se désengagent et c'est vrai que c'est difficile. Là, on arrive dans une période, je pense sur quelques années où je sais pas trop où on va en termes de niveau de jeu et de joueuses qui vont être sur le marché parce qu'il y a des clubs qui peuvent plus tenir. Et donc voilà, c'est tout l'ensemble du handball là français qui doit arriver à faire trouver des solutions ensemble. Ouais, ouais, le constat est le même globalement dans beaucoup de sports en France, voire même à l'international. Et du coup, tu penses que
les hommes ont un rôle à jouer dans la féminisation du sport et dans le développement de la pratique féminine, ou tu penses que ça passera uniquement par des solutions trouvées entre femmes? Non, je pense que la réponse est dans ta question quand même. Sur, évidemment qu'il y a une prise de conscience, je pense, à avoir aussi au niveau des hommes et c'est pas dans le sens péjoratif du tout, c'est que à partir du moment où on prend position et en fait on communique sur des choses. Là, je viens de voir, et je crois que c'est en Allemagne où il y a eu une campagne sur les violences faites aux femmes ou des choses comme ça. Mais en fait, des mouvements comme ça, forcément, ça peut que aider. À partir du moment où il y a des hommes qui prennent pas la parole et qui parlent pas du tout de la position dans lesquelles peuvent se retrouver des femmes dans le handball ou etc. En fait, voilà, si on dit rien, c'est comme si ça nous va très bien et on va pas faire d'efforts pour que ça aille mieux. Alors évidemment, il n'y a pas de généralité à faire. Il y en a il y a déjà des personnes qui prennent position et qui tentent d'aider le mouvement féminin. Il y a pas de débat là-dessus, mais je pense que c'est le sport en fait en général qui a besoin qu'on s'unisse en fait pour que ça devienne un peu plus égalitaire. Évidemment qu'il y a des fois où il va y avoir des conflits d'intérêts et pour avoir vécu des fois voilà, à Nîmes à l'époque où il y a deux clubs en D1, là c'est différent avec l'USAM qui a repris les filles, mais quand à un moment donné on va se battre à la mairie pour tirer d'un côté ou tirer de l'autre ou tirer sur toutes les collectivités territoriales en fait, hein, il y a déjà de moins en moins, donc chacun veut encore un petit peu son gras. Des fois, voilà, arriver à s'entendre et à proposer des solutions comme il y en a qui arrivent un petit peu à trouver en ce moment, ça peut peut-être sauver un petit peu le haut niveau au-delà de ça, au niveau féminin. Et puis après, voilà, derrière, il faut aussi que ça suive et qu'on soit capable d'avoir pas que le haut niveau et que ça soit dans les assos, arriver à développer encore pas autant chez les garçons que chez les filles. Tu parlais d'action en Allemagne. Moi, je voulais te parler d'un événement que tu as eu connaissance très probablement. Toujours un peu sur le même thème, hein, un fait qui date de 2021. Je pense que tu es au fait de ça. Lors du championnat d'Europe de beach handball, on a l'équipe féminine de Norvège qui refuse de porter le bikini qui est imposé par le règlement de l'EHF. Et les joueuses sont à ce moment-là sanctionnées. Elles choisissent de jouer en short parce qu'elles estimaient que la tenue elle était beaucoup plus confortable et adaptée. Donc l'équipe écope d'une amende de 1 500 €. Il y a même la chanteuse américaine Pink qui à l'époque était montée au créneau en disant que elle allait payer l'amende s'il le fallait. Et du coup, suite à cette affaire, il y a eu une modification de la réglementation, alors que le règlement il avait déjà été modifié dans d'autres sports similaires, hein, comme dans le beach volley en 2012. J'imagine que tu as eu le vent de cette affaire. Qu'est-ce que tu en as pensé? Quelle a été ta réaction? Alors pour en avoir beaucoup discuté justement avec des joueuses norvégiennes, ça faisait un moment parce que donc moi j'ai commencé le beach en 2017. Clairement, j'ai jamais eu de problème avec mon corps. Enfin voilà, il y a aucun problème, etc. Mais c'est vrai que c'est pas le plus agréable, hein. Quand on saute et qu'on a des photos, etc. Enfin forcément, c'est pas super cool, voilà, d'être dans cette tenue. Je pense que c'était nécessaire, que elles ont eu le courage de le faire et que on aurait sûrement dû. En fait, on n'a pas su avant qu'elles allaient le faire, mais on aurait pu comment dire, on aurait pu faire même une action plus collective, je pense, à l'époque. Ça a amené à un changement de réglementation et tant mieux, parce que il y avait encore à ce niveau-là, hein, quand on voyait les tenues des garçons, les tenues des femmes, c'était entre guillemets une aberration à dire. On est obligé d'être comme ça. Il y a aussi des règlements qui sont très stricts sur les tech fit qu'on peut porter s'il y a du mauvais temps ou des choses comme ça. Enfin voilà. Mais là, c'était vraiment la tenue de base et c'était essentiel que ça change un jour. Donc c'est vrai qu'elles se sont dit, en fait, voilà, la Fédé les soutenait. Elles se sont dit, il faut le faire, c'est maintenant. On joue une médaille, donc non, c'était la 5-6. On joue une place qui est encore visible sur le dernier jour. C'est pas quelque chose. En gros, qu'on soit 5e ou 6e, pour elle, à ce moment-là, ça changeait pas des masses la suite. Et voilà, et je les remercie de l'avoir fait. On en a beaucoup parlé même avec d'autres pays, parce qu'en fait, il y a des pays où ça a changé pour les compétitions officielles, donc IHF et EHF, où les tenues sont obligatoires maintenant avec le shorty et le débardeur. Mais sur les compétitions comme la Champions Cup, sur ces tournois-là, on peut encore être en fait avec la tenue que l'on souhaite. Donc en fait, il y a encore des équipes
qui jouent avec le bikini et la brassière au-dessus. Ça, il y a pas de voilà, mais c'est leur choix. Il faut que tout le monde ait la même tenue, donc c'est-à-dire que dans toute l'équipe, il faut que ça soit pareil. Mais c'est leur choix. Donc il y en a qui jouent avec les tenues qui ont évolué, mais je trouve que forcément c'était nécessaire. Et oui, et merci aux Norvégiens. Tout à fait, ouais. Ce que tu dis, en fait, effectivement, c'est que ce changement de loi et ce fait-là en 2021 a permis aussi de laisser le choix dans certaines compétitions de la tenue. C'est pas qu'il faut être contre le bikini qui était proposé au départ, mais c'est aussi pouvoir de se sentir à l'aise. Il y a une étude là récente qui dit que il y a 45% de jeunes filles, une étude de Kantar, qui précise 45% des jeunes filles arrêtent la pratique pour plein de freins. Donc qui est assez alarmante. Alors parmi les freins, il y en a plusieurs, hein, l'éloignement, le manque de propositions d'offres de pratique, mais il y a aussi la non prise en compte des spécificités féminines, parfois les équipements, aussi les questions de menstruation. Je crois que tu l'as évoqué brièvement tout à l'heure, mais aussi la question de la maternité. Est-ce que tu penses aujourd'hui que le sport féminin, les structures professionnelles, elles sont armées pour permettre aux femmes justement de partir en congé maternité et reprendre ensuite la pratique? Je sais que ça n'a pas été ton cas puisque tu as arrêté ta carrière juste avant, il me semble, ta première grossesse. Mais quel est ton regard là-dessus? Si on parle de la maternité, là pour commencer, hein, il y a un changement de mentalité qui est vraiment incroyable depuis, on va dire, je dirais 4-5 ans maintenant, à peine plus. On voit des clubs comme Győr hein, maintenant qui quasiment tous les ans, là ils en ont 3, ils sont 4. Il y avait Sandra Toth qui a déjà accouché, mais il y avait aussi Brad Sett, avec Estelle aussi Nzimiko qui est enceinte. Donc en fait, elles avaient 4 joueuses de leur collectif qui étaient enceintes cette année. On a vu que dans les clubs français maintenant, il y a de plus en plus de joueuses, entre guillemets, de top joueuses. Quand je dis top joueuses, c'est les internationales hein, qu'on voit plus entre guillemets, hein, mais voilà qui ont des enfants pendant leur carrière et je trouve que c'est un changement qui est vraiment incroyable pour la vie des femmes en tant que telle. Hein. De pouvoir aménager, de pouvoir avoir voilà un salaire aussi qui est maintenu. C'est rentré dans la convention collective, c'était une grande victoire. Je pense que voilà, c'est ce genre de choses font qu'on est plus sereine aussi pendant notre carrière. Et puis voilà, c'est des choix de vie qui sont importants et qu'avant on reléguait à la fin de la carrière et on savait pas si on allait revenir et dans quelles conditions et voilà, ils mettent tout en place pour que les joueuses puissent concilier les deux et voilà, c'est une vraie avancée à ce niveau-là. Je pense, du coup, pour être dans une structure et gérer le centre de formation là de Brest, surtout ce qui est administratif, mais voilà, tout ce qu'on apprend aux joueuses, enfin, on leur explique quand même voilà, le cycle menstruel, etc. Il y a de plus en plus d'interventions. Je pense que la parole est beaucoup plus libérée qu'il y a un certain temps. Sur voilà t'en es où ton cycle, est-ce qu'à un moment donné si là ça commence et que t'es pas bien et en fait faut le dire, on est capable d'adapter. Voilà, il y a plein d'études qui montrent hein, que selon la période de notre cycle en fait on peut pas avoir les mêmes performances. Donc nous entre guillemets c'est un peu plus lissé parce qu'on n'est pas un sport individuel donc on peut entre guillemets gérer notre effort etc. Mais c'est vrai que c'est de le prendre en compte c'est essentiel. Et il faut vraiment voilà qu'on continue dans cette voie-là. Ouais, la parole s'est quand même libérée sur tous les sujets que tu as mentionnés, aussi sur les questions d'éthique hein, dont on entend beaucoup parler. Et toi, est-ce que à titre perso, t'as fait ce choix-là d'arrêt de carrière par rapport à ce projet-là ou est-ce que ça s'est goupillé comme ça? J'ai arrêté ma carrière parce que j'avais envie d'avoir une famille déjà. Après que ça faisait du coup 5 ans que j'étais à Brest. J'étais en couple, on avait voilà la maison, on avait projet bébé qui arrivait et à ce moment-là de ma carrière en fait, j'aurais pas pu continuer à Brest, donc j'aurais pu continuer à jouer, j'aurais pu aller ailleurs, mais voilà, j'avais pas envie d'une relation à distance, c'était le moment où voilà, j'avais 32 ans, j'avais envie d'avoir un enfant. C'était vraiment un souhait de construire une famille à la fin de ma carrière et c'est pas ce qui m'a fait arrêter à proprement parler, mais c'était le bon moment. J'avais une autre question pour toi pour en terminer sur cette thématique de l'égalité, parce qu'on pourrait en parler encore plus longuement. Si tu avais un message à transmettre aux jeunes filles, qu'elles soient du monde du handball ou du sport en général, pour qu'elles trouvent leur place, puisque je te parlais d'une enquête qui fait état de difficultés et de retrait de la pratique de ces jeunes filles-là, est-ce que toi, tu aurais un message à leur faire passer?
que le sport c'est vraiment quelque chose qui va leur apprendre plein de valeurs, qui va les faire grandir. Il y a des difficultés qui sont pas forcément insurmontables. Faut essayer de s'entourer, faut pas hésiter à communiquer voilà sur avant de dire on arrête. Des fois il y a des solutions qui peuvent être trouvées. C'est quelque chose qui est en fait qui est porteur de valeurs vraiment énorme et qui peut nous faire vivre des émotions qu'on trouve peu en fait dans la vie de tous les jours. Le sport à tous les niveaux c'est un grand vecteur d'émotions et voilà là on le voit avec les Jeux Olympiques qui viennent de se terminer à Milan-Cortina et les Jeux Paralympiques encore maintenant. C'est voilà il y a des choses qui sont très inspirantes et il y a des parcours qui peuvent au début être un petit peu difficiles et puis qui peuvent derrière montrer de belles choses et que ça soit au niveau amateur ou déboucher sur des carrières ou du haut niveau. Mais je pense que c'est essentiel qu'on sorte aussi de la sédentarité qui est de plus en plus présente dans nos vies et encore plus chez les jeunes pour voir voilà mes enfants là je me dis que voilà ils sont très actifs et il faut qu'ils le restent le plus longtemps possible et c'est vrai que c'est au niveau de la santé aussi c'est hyper important d'avoir de l'activité physique et pas de se réfugier ailleurs. Il y a évidemment plein de choses et plein de passions qui sont géniales et qui sont très très bien, mais garder un pied dans le sport quand même, je pense que c'est très très important, surtout pour les jeunes adolescentes. Et après c'est pas dit qu'en arrêtant à un moment donné, on n'est pas capable de reprendre après aussi. Et il faut suivre aussi ses envies évidemment. Beau message, tu as parlé tout à l'heure de médiatisation du sport et notamment du sport masculin en rapport avec le sport féminin, mais en effet le sport il appartient à tout le monde et donc le message est passé pour les jeunes filles. Merci Marion. Je voulais maintenant évoquer plutôt tes actualités. Alors t'en as parlé tout au long de cette interview-là. Mais je voulais revenir sur quelque chose parce que de ce que j'ai pu voir en me renseignant un petit peu sur toi, à la fin de ta carrière de joueuse, tu aurais déclaré en substance que tu ne souhaitais pas forcément prolonger l'aventure dans le handball en y exerçant quelconque fonction. Peut-être déjà que tu vas me contredire. Et je voulais savoir qu'est-ce qui t'avait fait changer d'avis, puisque tu vas nous représenter rapidement quelles sont tes fonctions plutôt handball du moment. Alors j'avais dit vraiment plutôt la phrase c'était que je me voyais pas entraîner et que j'avais envie de sortir un petit peu du monde du handball aussi pour prendre du recul et voir autre chose. Il faut jamais dire jamais. Parce que j'avais aussi dit que je continuerais pas le hand parce que je ne me voyais pas jouer à un niveau inférieur et en termes d'exigence, etc. Je pensais que ça allait être difficile. La preuve en est, j'ai tellement aimé aussi ce sport, j'ai tellement vécu des émotions intenses avec le beach handball, c'est que donc du coup en 2020, donc j'ai eu ma fille et à la suite de l'été, évidemment Covid, etc. On m'a sollicité pour intervenir avec le staff sur l'équipe de France jeune de beach handball et voir un petit peu si ça pouvait m'intéresser, si l'idée de transmettre en fait ce que j'avais vécu sur le terrain, voilà, c'était quelque chose qui pouvait m'animer. Donc je m'étais dit jamais, puis après je suis allée sur ce stage. J'ai tellement vécu des choses incroyables et j'ai tellement appris aussi sur moi parce que je suis quand même arrivée, j'avais 30 piges, je me suis retrouvée sur une compétition, on avait fait 2 fois 4 jours de stage sur un championnat d'Europe, on passe en quart de finale et vu maintenant comme on galère à y aller, je me dis c'était exceptionnel à l'époque. Et en fait, tout ce vécu là, c'était comme s'il y avait un trop plein et qu'en fait fallait que je le transmette parce que c'était trop dommage d'avoir vécu tout ça et de pas en faire profiter en fait les jeunes générations qui arrivaient. Donc j'ai accepté de partir sur un titre 5. Un titre 5 qui du coup m'a fait entraîner comme je disais donc au BBH avec les jeunes des garçons. Le BBH à ce moment-là était intéressé pour que je sois sur le centre de formation dans tout ce qui était accompagnement du projet de vie à la base et tout ça au fur et à mesure. Donc si on prend le BBH, en fait, je suis devenu, j'ai récupéré après le suivi socio-professionnel des joueuses du centre de formation et encore après j'ai récupéré tout ce qui était le poste de responsable administratif. Là, ce que je fais, c'est en termes de transmission au BBH avec les filles du centre de formation, c'est aussi, je pense, dans le même esprit. Parce
qu'en fait j'accompagne des filles dans leur double ou triple projet maintenant on dit, parce qu'il y a aussi le projet de vie qui est aussi important que les projets scolaires, universitaires et handballistiques. Mais voilà, c'est quelque chose qui est un petit peu, c'est pas de l'entraînement, mais ça participe à la construction des joueuses, et c'est vrai que ça aussi c'est quelque chose qui est important pour moi, voilà, de pouvoir aussi redonner un petit peu par rapport à ce que j'ai pu vivre quand j'étais au centre de formation et sur des parcours aménagés ou des choses comme ça, parce que j'ai fait mes études voilà, sur 3 ans au lieu de 2, et des choses ce que les joueuses vivent au quotidien maintenant ici, donc voilà, c'est pas de l'entraînement, mais c'est quand même accompagner des jeunes joueuses à être les plus performantes dans tous leurs objectifs, qu'ils soient sur le terrain, dans les salles de classe ou en dehors. Donc c'est vrai que donc j'ai eu cette partie-là à gérer, et puis après voilà, j'ai arrêté d'entraîner en indoor pour raison voilà, familiale aussi, hein, avec les 2 enfants, ça devenait compliqué à gérer avec les déplacements. Mais par contre, j'ai toujours gardé voilà le beach, en étant présente du coup jusqu'en 2023 avec donc je disais Valérie Nicolas et Joël Demouge. J'étais un petit peu voilà, sur le côté technique, sur le côté entraînement, vraiment apporter tout ce que je pouvais aux filles et au staff sur mon expertise. Et puis je faisais aussi partie des formateurs, hein, sur les formations qu'on pouvait avoir, donc développeur animateur à l'époque. Maintenant c'est l'animateur et l'entraîneur. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup appris, voilà, de passer de l'autre côté, de transmettre, de voir comment on pouvait aussi échanger, et à quel point ça pouvait être enrichissant en fait de croiser les points de vue et les expériences de chacun. Donc j'avais dit jamais, je me retrouve à la tête d'une équipe de France, et je kiffe vraiment ce que je fais. Et tu te vois où, si on se projette plus loin, dans 10 ans? Tu te vois toujours dans le handball? Tu as d'autres projets? Dans 10 ans, alors là c'est très 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 loin. Alors je suis pas très doué pour aller aussi loin. J'ai vraiment envie que voilà, le beach se développe encore plus, qu'on soit capable d'aller chercher des médailles, parce qu'on voit qu'on progresse, et qu'en fait les meilleurs ont envie de travailler avec nous, parce que nous cette année, donc avec l'équipe de France de handball, là on va faire 3 stages, un tournoi et 3 stages pour préparer la compétition de cet été. Et en fait, les 3, on va les faire avec les Allemandes, qui ont tout gagné entre 2021 et 2024. Donc en fait, le retour aussi des autres équipes et des autres techniciens, voilà, me donne confiance pour la suite, parce qu'ils voient l'évolution qu'il y a, et que forcément on est sur le bon chemin. Les garçons sont qualifiés pour le mondial, donc il y a des choses encore énormes à faire. Il y a beaucoup de travail à ce niveau-là à mener, voilà, que ce soit au niveau de la fédération, mais aussi dans les territoires. Est-ce que dans 10 ans, je serai encore là? Je ne sais pas. Peut-être pas encore. Je sais pas si je serai encore l'entraîneur. Il va falloir qu'il y ait des résultats aussi. Mais pour la première fois cette année, on va avoir un beach hand tour qui va être créé en France avec les équipes seniors. Il y aura d'ailleurs une étape en aura le 23, 24, 25 mai sur le week-end de Pentecôte à Vaisseau. Donc voilà, ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller voir ce que ça donne un petit peu le beach handball. Et puis voilà, il y aura des belles équipes qui seront présentes. Donc ça vaut le coup d'œil. Écoute Marion, si tu n'as pas d'autre chose à ajouter, moi j'ai une dernière question pour toi, question finale pour terminer cette interview. Tu as beaucoup évoqué d'autres sports finalement tout au long de l'interview. Tu as parlé de gym, de ski, tu as parlé à un moment de Laure Manodou et sûrement d'autres. Si tu n'avais pas fait de handball, quel autre sport aurais-tu aimé pratiquer à haut niveau et pourquoi? Waouh. Alors quand j'étais petite, je voulais vraiment faire de la gym, hein. Mais bon, quand tu fais 1m78 à 13 ans et que t'es obligé de remonter les barres et à étirer, enfin bref, c'est un peu galère. Donc non, j'aurais pas fait du haut niveau en gym, c'est sûr, mais je pense que ça aurait pu être pas mal en athlé. J'aurais pu être pas si mal en athlé. Après un sport individuel, je suis pas sûr que, je sais pas si ça m'aurait vraiment convenu non plus, parce que voilà, enfin j'aime être dans une équipe, faire partie d'un collectif, et pouvoir voilà, se nourrir de ça. C'est ce qui m'avait manqué pendant 5 ans, et c'est aussi pour ça que voilà, j'ai repris avec les Rosendus, pour juste le plaisir et me dire que voilà, je fais partie d'une équipe, et c'est cool en fait, c'est des jeunes, et voilà, il y a une super équipe, donc je suis ravi de l'avoir fait, d'avoir pris cette décision, mais ouais, l'athlète, je pense que j'aurais pu avoir des capacités pas trop mal. Eh ben merci de ta réponse. Plus largement, un grand merci Marion de t'être livrée comme ça. C'était vraiment sympa et très instructif.
On te souhaite une très belle continuation. On espère aussi que vous toutes et tous, chères auditrices et auditeurs, vous allez apprécier cet épisode qui en appellera d'autres, donc restez connectés. Quant à moi, il me reste à remercier les personnes qui ont œuvré à la réalisation de ce podcast, Sophie Ardin à la production et Inès Anaoui et Mathéo Brun à la préparation. Prenez soin de vous et à bientôt sur Handcast. Merci Ludovic du coup pour l'interview, et c'était un plaisir de répondre pour Laura, et puis au plaisir de se croiser par là-bas. C'est déjà la fin de cet épisode de Handcast. Merci à notre invité pour ce moment de partage et merci à vous de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à suivre Handcast sur votre plateforme de podcast préférée. À très vite pour un nouvel épisode.